Salut à tous. Le dossier géopolitique. Le Canada vient de tenir un concours d'approvisionnement que chaque investisseur et chaque travailleur américain doit absolument comprendre maintenant. Il s'agissait d'un concours sérieux, entièrement financé, structuré de manière institutionnelle, pour des contrats valant des milliards dans les secteurs de la défense et de la fabrication de pointe. Le Canada a évalué l'Allemagne avec une analyse technique complète, un examen détaillé des spécifications et une analyse exhaustive de la valeur d'un partenariat à long terme. Le Canada a évalué la Corée du Sud avec la même rigueur institutionnelle, le même cadre contractuel et le même processus d'évaluation stratégique du partenariat. Le Canada a négocié les conditions, comparé les spécifications de livraison, évalué la capacité industrielle et soigneusement pesé la valeur de la relation bilatérale à long terme. Puis le Canada a fait son choix entre deux offres concurrentes sérieuses venant de deux nations concurrentes sérieuses. Apparemment, certains discours sur les tarifs douaniers paraissent beaucoup plus puissants à la télévision que dans une vraie salle d'approvisionnement. L'économie la plus grande, la plus riche et la plus puissante militairement sur Terre n'était présente à aucune étape de ce concours. Les États-Unis n'ont pas été éliminés après avoir soumis une offre qui ne répondait pas aux spécifications techniques ou commerciales canadiennes. Les États-Unis n'ont pas été rejetés après avoir rivalisé sur le prix, le calendrier de livraison ou les conditions de partenariat à long terme face à des solutions supérieures. Les États-Unis n'ont pas été écartés parce que les spécifications allemandes ou coréennes surpassaient les solutions américaines dans une évaluation technique directe. Les États-Unis n'ont pas été invités à soumissionner, n'ont pas été considérés, n'ont pas été consultés, n'ont même pas été informés que ce concours était en train d'être structuré et exécuté. Les États-Unis ont appris le résultat lors de l'annonce de Mark Carney au podium, exactement comme le reste du monde. Voilà ce qu'il reste de l'idée selon laquelle crier au levier de pression suffit automatiquement à obtenir une place à la table. C'est pourquoi ce moment compte si profondément. Ce n'est pas un différend diplomatique qui se règle dans la prochaine rencontre bilatérale entre représentants commerciaux. C'est un signal structurel sur la place que le Canada accorde désormais aux États-Unis dans sa hiérarchie des partenaires économiques fiables. Et ce signal, les États-Unis exclus d'un concours que le Canada a organisé entre l'Allemagne et la Corée, change de façon permanente tous les calculs liés à la guerre commerciale. La partie la plus inconfortable, c'est que le Canada n'a pas explosé de colère devant les caméras, il a simplement ajusté la liste des invités. Maintenant, il faut reconstruire l'image complète de ce qu'était ce concours, pourquoi l'exclusion des États-Unis était délibérée et ce que cela signifie sur le plan structurel. Pour bien comprendre l'importance de la sélection Allemagne-Corée par Carney, un élément de contexte fondamental compte plus que presque tout le reste et la plupart des couvertures médiatiques l'ont complètement manqué. Ce concours d'approvisionnement n'est pas apparu soudainement dans un processus de planification du gouvernement canadien qui aurait commencé après la dernière annonce américaine de menaces tarifaires. Le concours a été structuré sur 14 mois d'engagement bilatéral discret et méthodique entre les responsables canadiens de l'approvisionnement et les représentants industriels allemands et coréens. Pendant que la machine de communication alignée sur Trump vendait le théâtre tarifaire comme une stratégie, d'autres pays faisaient discrètement la paperasse qui fait réellement circuler l'argent. Le ministère de la Défense nationale du Canada et sa division des services publics et de l'approvisionnement ont commencé des négociations en parallèle avec des consortiums allemands et coréens au début de 2024. La direction du consortium allemand comprenait Rheinmetall, le plus grand fabricant européen dans le secteur de la défense, aux côtés de MTU Aerospace et de plusieurs fournisseurs allemands de premier rang dans la fabrication de pointe. La direction du consortium coréen comprenait Hanwha Defense, l'entreprise d'exportation de défense à la croissance la plus rapide au monde, aux côtés de HD Hyundai et de Samsung Heavy Industries. Les deux consortiums ont soumis des dossiers de soumission complets couvrant les systèmes de défense, les composants aérospatiaux, le transfert de technologies de fabrication de pointe et les cadres de partenariat industriel à long terme. Les deux consortiums ont accepté des exigences précises de contenu canadien, des dispositions de transfert technologique vers le Canada et des engagements en matière de développement de la main-d'œuvre canadienne comme condition d'admissibilité à la soumission. Les États-Unis n'ont été approchés
À aucune étape du processus de négociation parallèle de 14 mois qui a produit ces deux offres concurrentes, ni de façon informelle, ni par des canaux indirects, ni par les cadres de relations commerciales bilatérales qui, en théorie, régissent l'engagement économique entre Ottawa et Washington. Cette chronologie d'exclusion sur 14 mois est le détail le plus important de toute l'histoire parce qu'elle élimine toutes les explications innocentes de l'absence américaine. 14 mois, ce n'est pas une erreur de bureau, c'est un calendrier avec un message attaché. L'exclusion des États-Unis de ce concours n'était pas réactive. Ce n'était pas une réponse à la plus récente série de menaces tarifaires venant de Washington. L'exclusion des États-Unis était proactive, une décision stratégique délibérée de 14 mois, prise avant que la guerre commerciale actuelle atteigne sa phase d'escalade la plus agressive. Cela rend la ligne habituelle au podium sur la victoire dans la guerre commerciale moins proche d'une stratégie que de quelqu'un qui lit la météo du trimestre précédent. Le Canada a décidé de ne pas inviter les États-Unis à ce concours à un moment où la relation bilatérale était moins hostile qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce qui signifie que la décision était structurelle et non pas seulement punitive. Cette distinction entre exclusion structurelle et exclusion punitive est l'élément le plus important et la conclusion la plus alarmante que tout investisseur américain puisse tirer de ce moment. Une exclusion punitive s'inverse lorsque le différend politique sous-jacent qui l'a déclenché se règle par la négociation et l'engagement diplomatique. Une exclusion structurelle reflète une réévaluation fondamentale de la fiabilité d'un partenaire qui ne s'inverse pas lorsque les conditions politiques s'améliorent et que les taux tarifaires sont ajustés. Cette distinction capte ce qu'aucun grand média n'a formulé clairement à propos de la décision Allemagne-Corée de Carney. Le Canada a déplacé les États-Unis de la catégorie de partenaires présumés vers la catégorie d'options évaluées. C'est le genre de déclassement qu'aucun rassemblement politique ne peut faire disparaître par des slogans. Et ces deux catégories entraînent des implications d'approvisionnement entièrement différentes. Un partenaire présumé est invité au concours comme point de départ par défaut, peu importe s'il finit ou non par remporter le contrat mis en concurrence. Une option évaluée n'est considérée que lorsque les partenaires présumés, maintenant l'Allemagne et la Corée, ne peuvent pas répondre aux exigences précises que le concours vise à satisfaire. La différence entre le statut de partenaire présumé et celui d'option évaluée n'est pas visible dans un seul résultat d'approvisionnement. Elle s'accumule à travers chaque futur concours structuré sans participation américaine. Dans les termes de l'approvisionnement, la différence entre être le premier appel et être le plan de secours n'est pas cosmétique, c'est de la gravité commerciale. Maintenant, il faut examiner ce que représentent réellement 47 milliards de dollars de revenus annuels d'approvisionnement canadiens pour les industries américaines qui croyaient bénéficier indéfiniment du statut de partenaire présumé. Ces 47 milliards de dollars correspondent à la valeur annuelle combinée des contrats d'approvisionnement du gouvernement canadien, des sociétés d'État et des grands acteurs industriels que les entreprises américaines ont historiquement reçus grâce à la relation commerciale bilatérale. Ce chiffre englobe l'approvisionnement en systèmes de défense, la fourniture de composants aérospatiaux, la mise à disposition de technologies de fabrication de pointe et l'intégration de systèmes industriels auprès de multiples acheteurs institutionnels canadiens. Pendant 30 ans, les entreprises américaines ont reçu la majorité de ces revenus d'approvisionnement, pas principalement parce qu'elles soumettaient toujours les offres les plus compétitives dans une concurrence mondiale ouverte. Elles les recevaient parce que le statut de partenaire présumé signifiait qu'elles étaient le point de départ par défaut de l'évaluation, la référence à laquelle les solutions de rechange étaient comparées plutôt qu'une solution de rechange elle-même. Lockheed Martin Canada, Raytheon Canada, General Dynamics Canada et L3 Technologies Canada, toutes des filiales canadiennes établies de sociétés américaines de défense, ont été bâties sur la fondation du partenaire présumé, les relations aérospatiales canadiennes de Boeing, les contrats canadiens de systèmes de surveillance de Northrop Grumman et les relations d'approvisionnement en hélicoptères de Textron au Canada reflètent toutes des décennies de positionnement d'approvisionnement fondés sur le partenaire présumé. L'ancien avantage ne venait pas seulement de meilleurs produits, il venait du fait d'être traité comme la première porte naturelle où frapper.
Lorsque Carney a mené un concours parallèle de 14 mois entre l'Allemagne et la Corée, sans informer aucune de ces entreprises américaines ni leurs filiales canadiennes, la fondation du partenaire présumé s'est fissurée. Elle ne s'est pas entièrement effondrée en une seule décision d'approvisionnement, mais elle s'est fissurée d'une manière structurellement significative et commercialement cumulative pour la suite. Et les fissures dans l'approvisionnement ne font pas tendance sur les chaînes d'information avant d'avoir déjà atteint le bilan financier. Maintenant, voici le mécanisme précis par lequel cette fissure du partenaire présumé se transforme dès maintenant en conséquences financières mesurables pour les entreprises américaines et les travailleurs américains. Les entreprises allemandes et coréennes qui remportent aujourd'hui des contrats d'approvisionnement canadiens ne reçoivent pas simplement des revenus contractuels que les entreprises américaines s'attendaient auparavant à recevoir à leur place. Elles construisent l'intégration technique, les relations institutionnelles, la présence industrielle canadienne sur le terrain et l'historique d'approvisionnement qui déterminent qui sera invité au prochain concours. Le fait que Rheinmetall remporte aujourd'hui un contrat de défense canadien signifie que les ingénieurs canadiens de Rheinmetall sont intégrés au processus de défense canadien pendant toute la durée d'exécution de ce contrat. Cette intégration crée une familiarité technique, une profondeur relationnelle et une confiance institutionnelle qui font de Rheinmetall le point de départ naturel du prochain cycle canadien d'approvisionnement en défense. Le fait que Hanwha Defense remporte aujourd'hui un contrat canadien signifie que des ingénieurs coréens travaillent aux côtés des responsables canadiens de l'approvisionnement, construisant les relations humaines qui définissent le statut de partenaire présumé à l'avenir. Les entreprises américaines exclues des concours d'aujourd'hui ne perdent pas simplement les revenus d'aujourd'hui, elles perdent l'occasion de bâtir la relation qui déterminera qui sera invité demain. C'est le mécanisme d'exclusion cumulative et c'est la conséquence à long terme la plus importante sur le plan commercial de la décision Allemagne-Corée de Carney pour les flux de revenus industriels américains. Les tarifs peuvent être annoncés en 1 minute, mais la confiance institutionnelle prend des années à se rebâtir après avoir été échangée contre des lignes d'applaudissements. Chaque concours auquel les États-Unis ne participent pas élargit l'écart relationnel entre les fournisseurs américains et les acheteurs institutionnels canadiens d'un cycle complet d'approvisionnement. Chaque cycle d'approvisionnement où les entreprises allemandes et coréennes bâtissent des relations institutionnelles canadiennes est un cycle où les entreprises américaines perdent du terrain, un terrain qui prendra des années à récupérer même lorsque les conditions politiques se normaliseront. Maintenant, il faut relier directement ce mécanisme d'exclusion cumulative à la vie financière des Américains ordinaires par le canal le plus immédiatement visible. Le secteur américain de la défense et de l'aérospatiale, qui concentre l'exposition la plus élevée aux revenus d'approvisionnement canadiens, est aussi le secteur le plus fortement représenté dans les fonds indiciels des comptes de retraite américains. L'indice aérospatial et défense du Standard & Poor's 500, que la plupart des fonds indiciels de marché large détiennent de façon significative, porte une exposition directe aux revenus liés aux relations d'approvisionnement canadiennes dans plusieurs grandes entreprises composantes. Lorsque les relations d'approvisionnement canadiennes passent d'un accès américain présumé vers des solutions allemandes et coréennes structurellement mises en concurrence, les hypothèses de revenus intégrées au modèle de bénéfices des analystes pour ces entreprises doivent être révisées. Les révisions des modèles de bénéfices des analystes pour les grandes entreprises de défense et d'aérospatiale ne se produisent pas simultanément avec l'annonce d'approvisionnement qui déclenche le besoin de révision. Elles surviennent au cours des 1 à 3 trimestres suivants, pendant que les analystes de l'approvisionnement, les chercheurs en actions et les investisseurs institutionnels traitent l'ensemble des implications commerciales du changement structurel. Le marché intègre rarement la perte de confiance dès le premier jour. Il attend que les factures cessent d'arriver. Ce délai entre l'annonce de Carney et l'intégration complète de ces implications dans les modèles des analystes représente une fenêtre précise et limitée dans le temps pour que les investisseurs américains comprennent leur exposition. Nous sommes actuellement à l'intérieur de cette fenêtre, ce qui signifie que cette analyse a sa plus grande valeur précisément maintenant, avant que le marché traite pleinement ce que le Canada vient de faire. Quelles entreprises américaines précises sont les plus exposées aux revenus concentrés?
Quels trimestres de résultats montreront le premier impact visible et quelles 3 actions les investisseurs et les ménages américains peuvent entreprendre avant que la fenêtre se referme? C'est exactement ce que couvre la partie 2. Cette analyse de l'exclusion cumulative est le renseignement le plus important sur la guerre commerciale que les investisseurs américains n'ont pas encore reçu d'un grand média financier. Le concours que le Canada a mené entre l'Allemagne et la Corée sans inviter les États-Unis est déjà en train de remodeler le pipeline de revenus d'industrie que votre compte de retraite détient sans que vous en soyez conscient. La conférence de presse peut se terminer en 10 minutes, mais le pipeline d'approvisionnement, lui, continue de tenir les comptes. Les entreprises américaines précises, qui portent la plus forte concentration d'exposition aux revenus d'approvisionnement canadiens, ne sont pas des noms abstraits sur un rapport financier. Elles sont les piliers de chaque fonds indiciel américain de l'aérospatiale et de la défense présents dans des millions de comptes de retraite en ce moment. Lockheed Martin Canada génère environ 3-4 milliards de dollars par année grâce à des relations d'approvisionnement avec le gouvernement canadien et les sociétés d'État bâties sur 4 décennies. Ce flux de revenus de 3-4 milliards de dollars a été entièrement construit sur le statut de partenaire présumé. L'hypothèse selon laquelle les fournisseurs américains étaient le point de départ par défaut de l'évaluation. Les revenus annuels d'approvisionnement canadiens de Raytheon Canada s'élèvent à environ 1 milliard de dollars dans les contrats de défense antimissiles, de systèmes radars et de technologies de surveillance. General Dynamics Canada, l'un des plus grands employeurs du secteur de la défense au pays, génère environ 8 milliards de dollars par année par les canaux d'approvisionnement institutionnels canadiens. L3 Technologies Canada contribue à hauteur d'environ 900 millions de dollars de revenus annuels grâce à des contrats canadiens de communication militaire, de systèmes de formation et de fourniture d'équipements de surveillance. Les relations aérospatiales canadiennes de Boeing, qui couvrent les composants d'avions commerciaux, le soutien au transport militaire et les systèmes à voilure tournante, génèrent environ 2 milliards de dollars par année. Les contrats canadiens de surveillance et de systèmes spatiaux de Northrop Grumman contribuent environ 700 millions de dollars aux revenus annuels de l'entreprise à travers plusieurs cycles de programmes actifs. Ensemble, ces 6 sociétés américaines de défense et d'aérospatiale portent environ 1 milliard de dollars de revenus annuels d'approvisionnement canadien directement exposés aux risques liés au statut de partenaire présumé. Ce chiffre de 1 milliard de dollars représente les revenus les plus immédiatement vulnérables au mécanisme d'exclusion cumulative qui constitue la conséquence financière la moins rapportée de la guerre commerciale. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est la facture silencieuse de la transformation de la politique commerciale en théâtre politique. Maintenant, il faut examiner quels trimestres de résultats précis montreront le premier impact financier visible de la décision d'exclusion Allemagne-Corée de Carney sur ces entreprises. La chronologie contient 3 phases distinctes par lesquelles le mécanisme d'exclusion cumulative passe de l'annonce d'approvisionnement à un impact visible dans les bénéfices pour les investisseurs américains. La première phase s'étend de maintenant aux 2 prochains trimestres, période durant laquelle les revenus des contrats existants continuent d'entrer, tandis que le développement du pipeline de nouveaux contrats ralentit de manière mesurable dans les canaux institutionnels canadiens. Pendant la première phase, les dommages sont visibles dans les indicateurs de pipeline d'approvisionnement et dans les données de nouvelles attributions de contrats, mais ils ne sont pas encore apparus dans les chiffres de revenus trimestriels qui attirent l'attention des analystes boursiers. C'est la phase dangereuse. Tout semble calme pendant que la prochaine liste de contrats est déjà en train de changer. La deuxième phase s'étend du 3e au 6e trimestre, suivant l'annonce, période durant laquelle les renouvellements de contrats qui supposaient auparavant un renouvellement automatique fondé sur le partenaire présumé commencent à exiger une réévaluation concurrentielle. Pendant la deuxième phase, les entreprises américaines affrontent le scénario précis qui est le plus dommageable sur le plan commercial, devoir rivaliser pour leurs propres contrats existants contre Rheinmetall et Hanwha sans avantage de partenaire présumé. Rivaliser pour son propre contrat existant sans l'avantage de partenaire présumé dont on bénéficiait auparavant est catégoriquement plus coûteux, plus incertain et plus épuisant sur le plan relationnel que n'importe quel nouveau concours contractuel. C'est une chose de perdre une nouvelle occasion. C'en est une autre de devoir repasser une audition pour la relation qu'on croyait déjà acquise.
La troisième phase s'étend du 7e au 12e trimestre, période durant laquelle le premier cycle complet d'approvisionnement est achevé sans statut américain de partenaire présumé, produisant des écarts de revenus visibles dans les chiffres de déclaration annuels. À la troisième phase, les analystes boursiers disposent de suffisamment de données pour réviser à la baisse les hypothèses de revenus canadiens dans leur modèle de bénéfices pour les 6 grandes entreprises américaines de défense et d'aérospatiale simultanément. Une révision simultanée des analystes touchant 6 grands contractants de défense produit une compression des multiples dans tout le secteur, ce qui affecte chaque investisseur détenant une exposition indicielle à l'aérospatiale et à la défense dans son portefeuille de retraite. Nous sommes actuellement au début de la première phase, ce qui signifie que la fenêtre entre les valorisations boursières actuelles et les révisions des analystes à la troisième phase représente l'information la plus exploitable de toute cette situation. Maintenant, il faut examiner ce que Rheinmetall et Hanwha construisent à l'intérieur des relations institutionnelles canadiennes pendant la fenêtre de la première phase et qui rend leur position concurrentielle plus forte chaque mois. Les opérations canadiennes de Rheinmetall sont déjà passées d'un petit bureau de liaison à une présence complète en ingénierie et en développement des affaires, employant environ 300 professionnels techniques canadiens. Ces 300 ingénieurs canadiens sont intégrés quotidiennement au processus de planification de la défense canadienne, au groupe de travail sur l'approvisionnement canadien et aux discussions sur le développement des capacités militaires canadiennes. Chaque jour où les ingénieurs canadiens de Rheinmetall participent à ces discussions est un jour où la compréhension par Rheinmetall des priorités canadiennes d'approvisionnement s'approfondit au-delà de ce qu'un soumissionnaire extérieur peut reproduire. Aucun slogan ne peut remplacer des ingénieurs assis dans la salle chaque jour. Hanwha Defense Canada a établi sa présence canadienne par un partenariat stratégique avec l'entreprise canadienne Anduril, ce qui lui donne un accès immédiat à des relations établies dans l'industrie canadienne de la défense et à une familiarité institutionnelle. Cette stratégie d'entrée sur le marché par acquisition signifie que Hanwha n'est pas entré au Canada comme un concurrent étranger. Elle est entrée comme une entreprise avec des employés canadiens existants, des contrats canadiens existants et une confiance institutionnelle canadienne existante. Les entreprises américaines exclues du concours parallèle de 14 mois tentent maintenant de rétablir une présence institutionnelle canadienne à partir d'une position de déficit relationnel plutôt que d'avantage relationnel. Rétablir une présence institutionnelle à partir d'une position déficitaire exige des années d'investissement soutenu, de développement relationnel et de démonstration concurrentielle avant que le statut de partenaire présumé puisse redevenir atteignable. La confiance ne revient pas parce que quelqu'un proclame la victoire devant un micro. Le délai minimal pour que les entreprises américaines reconstruisent la profondeur de leurs relations institutionnelles canadiennes au niveau d'avant l'exclusion est de 5 à 8 ans d'investissement soutenu dans l'engagement. 5 à 8 ans de reconstruction relationnelle représentent 5 à 8 cycles annuels d'approvisionnement pendant lesquels les solutions allemandes et coréennes renforcent leur avantage institutionnel à chaque contrat attribué et chaque relation approfondie. Maintenant, il faut examiner les 3 options de réponse disponibles pour Washington et les évaluer avec honnêteté analytique dans ce développement sans précédent de la guerre commerciale. La première option de réponse est le réengagement diplomatique. Washington demande officiellement à être inclus dans les futurs concours d'approvisionnement canadiens par les mécanismes existants du cadre commercial bilatéral. Cette option se heurte à un obstacle immédiat et publiquement non reconnu, le principal obstacle pratique au succès du réengagement américain. Le cadre d'approvisionnement du Canada classe actuellement les fournisseurs américains différemment des fournisseurs européens et coréens après l'escalade de la guerre commerciale, un changement de classification qui exige une négociation bilatérale formelle pour être inversé. Tant que ce changement de classification n'est pas officiellement négocié et institutionnellement mis en œuvre, les entreprises américaines ne peuvent pas participer au même cadre d'approvisionnement qui ont donné à Rheinmetall et à Hanwha leur accès concurrentiel. La paperasse, malheureusement, ne se soucie pas du volume auquel la dernière menace tarifaire a été lancée. La deuxième option de réponse est l'inversion tarifaire. Washington supprime ou réduit substantiellement les tarifs imposés au Canada,
pour créer les conditions politiques dans lesquelles Ottawa reconsidérerait l'exclusion américaine de l'approvisionnement. L'inversion tarifaire est une condition nécessaire, mais insuffisante, pour restaurer le statut américain de partenaire présumé dans l'approvisionnement canadien. Nécessaire parce que l'exclusion est en partie politique. Insuffisante parce qu'elle est désormais aussi structurelle. Même une suppression complète des tarifs ne renverse pas le déficit relationnel de 5 à 8 ans que 14 mois d'exclusion et la construction continue de relations allemandes et coréennes ont déjà créé à l'intérieur des institutions canadiennes. On peut baisser un tarif plus vite qu'on peut réparer les appels téléphoniques qui ont cessé d'être retournés. La troisième option de réponse est l'investissement direct dans le partenariat industriel. Les entreprises américaines investissent de façon indépendante dans une présence industrielle canadienne, l'emploi canadien et des engagements de transfert technologique canadiens qui correspondent aux offres allemandes et coréennes. C'est l'option de réponse la plus susceptible de produire des progrès significatifs vers la restauration du statut de partenaire présumé dans un délai commercialement pertinent pour les investisseurs américains. Elle exige que les entreprises américaines de défense et d'aérospatiale prennent des décisions indépendantes d'investissement sur le marché canadien qui ne dépendent pas de la résolution politique du différend commercial bilatéral par Washington. Les entreprises qui attendent que Washington règle la guerre commerciale avant d'investir dans la restauration des relations institutionnelles canadiennes arriveront au prochain concours d'approvisionnement encore plus en retard qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les entreprises qui investissent maintenant dans une présence canadienne, pendant la première phase où les revenus existants continuent d'entrer, construisent la fondation relationnelle qui rend les révisions des analystes à la troisième phase moins sévères que ce que les modèles actuels projettent. Voilà la version adulte de la politique, moins de coups de poitrine, plus d'usines, d'ingénieurs, de contrats et de temps. Maintenant, il faut transformer cette analyse complète en 3 actions précises que les investisseurs et les ménages américains peuvent prendre avant que la visibilité de la troisième phase apparaisse dans les données trimestrielles de bénéfices. Première action, examinez l'exposition de votre compte de retraite au secteur de l'aérospatial et de la défense en portant une attention particulière aux 6 entreprises qui portent actuellement le risque identifié lié aux revenus d'approvisionnement canadiens. La plupart des fonds à date cible et des portefeuilles de retraite équilibrés détiennent entre 4 et 8% de leurs actifs totaux dans des positions liées au secteur de l'aérospatial et de la défense à travers une exposition aux indices de marché large et aux indices sectoriels. Comprendre quelles entreprises précises, à l'intérieur de cette exposition, portent la plus forte concentration de revenus canadiens, vous donne l'information nécessaire pour prendre des décisions de rééquilibrage éclairées avant que les révisions des analystes entraînent des ajustements de prix. Deuxième action, écoutez les conférences téléphoniques trimestrielles sur les résultats de Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics et Boeing, en surveillant précisément le langage utilisé à propos du développement du pipeline de contrats canadiens et de l'activité de renouvellement. Lorsque les dirigeants commencent à employer un langage prudent à propos de la visibilité des revenus canadiens, avec des expressions comme surveiller l'environnement bilatéral ou évaluer notre positionnement sur le marché canadien, la deuxième phase a commencé et la troisième phase se trouve à environ 2 ou 3 trimestres. Le langage prudent des entreprises arrive souvent avant que le public admette que la facture de la politique est arrivée à échéance. Troisième action. Suivre les bases d'annonces d'approvisionnement en défense canadienne qui publient en temps réel les nouvelles attributions de contrats, les renouvellements de contrats et les lancements de concours d'approvisionnement sans le délai d'interprétation des analystes. Lorsque Rheinmetall ou Hanwha remportent un renouvellement de contrat qu'une entreprise américaine détenait auparavant sans concurrence, cette attribution précise devient l'indicateur avancé le plus fiable de l'impact de la troisième phase sur les revenus disponibles pour les investisseurs individuels. L'évaluation finale de la décision d'exclusion Allemagne-Corée porte une conclusion que chaque Américain qui observe cette guerre commerciale doit garder en tête avant la prochaine annonce tarifaire venant de Washington. Les coûts les plus visibles de la guerre commerciale, les taux tarifaires, les perturbations de chaînes d'approvisionnement liées aux représailles, sont les coûts qui sont mesurés, rapportés et débattus dans les grands médias chaque jour. Les coûts les plus permanents de la guerre commerciale, le statut de partenaire présumé perdu, les relations institutionnelles transférées à des concurrents,
Les pipelines d'approvisionnement redirigés sur des cycles de 5 à 8 ans ne font jamais les manchettes parce qu'ils sont invisibles jusqu'à devenir irréversibles. La sélection Allemagne-Corée de Carney a rendu visible une catégorie de coûts permanents pour la première fois. Les coûts politiques les plus bruyants ne sont pas toujours les plus profonds. Parfois, les plus profonds arrivent sans bannière, sans slogan et sans angle de caméra. Et les autres catégories s'accumulent exactement de la même manière en ce moment, complètement hors du regard public. La troisième partie couvre le cadre complet de préparation financière des ménages pour la fenêtre de 18 mois à venir, y compris les ajustements précis de positionnement d'investissement, les impacts sur les prix à la consommation et les conséquences économiques communautaires qui découlent d'une exclusion américaine de l'approvisionnement à cette échelle. Le chiffre le plus important à surveiller dans les 90 prochains jours est quelque chose qu'aucun grand média financier n'a encore rapporté clairement. Le concours auquel les États-Unis n'ont pas été invités a déjà commencé à construire un avenir que les entreprises américaines, les travailleurs américains et les comptes de retraite américains devront traverser pendant la prochaine décennie. Et le temps que le slogan rattrape la réalité, les contrats pourraient déjà être signés ailleurs. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.